La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Bonsoir à tous. Bienvenue à Café Philo. Pour démarrer la soirée d'aujourd'hui, je vous invite à vous mettre debout pour l'hymne national. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs pleins de lettres, du sol soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Merci, asseyez-vous. Pour commencer cette soirée d'aujourd'hui, on va écouter la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara,
la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No, 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 seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Deuxième partie de cette soirée. Et je rappelle quand même, le thème d'aujourd'hui est extrêmement intéressant. Le thème s'articule autour des énergies renouvelables comme moteur du développement durable et futur économique d'Haïti. Donc l'intervenant est Pierre Richard et moi, et je suis Calix Evenson et votre serviteur, votre modérateur pour la soirée. Pierre Girard, merci. Donc, pour démarrer avec la deuxième partie, on va visionner ensemble un documentaire sur les différents types d'énergie renouvelable. On va regarder ensemble la vidéo. J'espère que vous avez bien visionné la vidéo. Pour démarrer avec la conférence d'aujourd'hui, avant, je tiens quand même à lire pour vous un article de la Constitution. Je pense que rares sont les Haïtiens qui sont au courant de cet article qu'on a au niveau de la Constitution, c'est l'article 255, évidemment, qu'on retrouve aussi dans la version amendée de la Constitution. Je lis pour vous. Pour protéger les réserves forestières et élargir la couverture végétale, l'État encourage le développement des formes d'énergie propre, solaire, éolienne et autres. Donc, rares sont les pays qui ont dans leur Constitution un article qui encourage même l'État à s'orienter vers les énergies propres. Avant de démarrer avec la conférence d'aujourd'hui, je tiens quand même à présenter les éléments de contexte et pour que tout le monde soit au courant de quoi on va parler. Dans le contexte mondial, en réalité, on a à peu près 1,2 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité d'aujourd'hui. Donc, le fait de ne pas avoir accès à l'électricité en Haïti, ce n'est pas un phénomène qui est propre en fait, à nous autres Haïtiens, mais c'est en réalité un phénomène mondial. Donc, je donne le chiffre, ils sont à peu près 1,2 milliard qui n'ont pas accès à l'énergie électrique. Maintenant, regardons de quoi il s'agit dans le cadre d'Haïti. Je ne fais pas la conférence, mais je vous donne quand même quelques éléments clés qui concernent le pays. Nous sommes tous au courant qu'il y a une forte pression sur les ressources naturelles du pays. Donc en Haïti, on a un rythme de consommation pour les ressources ligneuses, la biomasse en général, qui est extrêmement élevé par rapport à la génération naturelle des arbres. Tous les Haïtiens sont au courant que plus de 70% des besoins énergétiques du pays sont satisfaits par le bois de feu et le charbon de bois. Donc il ne faut pas s'étonner à ce qu'on ait cette couverture est végétale.
Maintenant, toujours au niveau de la consommation et par type d'énergie dans le pays, selon les chiffres qui sont disponibles, 70% de l'énergie consommée en Haïti viennent de la biomasse. Tout à l'heure, on avait vu que de quoi c'était fait en réalité la biomasse. Ensuite, vous avez 21% de notre consommation qui viennent des produits pétroliers. L'électricité qui est extrêmement important, qui va être le moteur de développement de tout un pays, et ce secteur ne représente que 1%. Donc déjà, on comprend déjà pourquoi, en réalité, l'énergie est extrêmement importante, parce que déjà, on voit 21% de notre consommation provient des produits pétroliers, et nous savons qu'en Haïti, on ne produit pas, on n'a pas des produits pétroliers sur place, donc cela veut dire automatiquement fuite de devises. Maintenant, en ce qui a trait à l'accès à l'électricité, nous sommes dans une situation extrêmement alarmante au niveau du pays. Et sur 100 Haïtiens, au moment où je vous parle, 25 uniquement ont accès à l'électricité. Et quand nous regardons en milieu rural, sur 100 Haïtiens, 95 au moment où je vous parle là maintenant, sont complètement dans le noir. En ce qui a trait à la consommation annuelle d'électricité par habitant, notre consommation annuelle aussi autour de 21 kWh. Donc ce qui fait que quand on compare cette consommation par rapport à la région, nous sommes 80 fois plus faibles que le taux moyen de la région. Et la capacité de production pour tout le pays serait de l'ordre de 311 MW. Donc on a uniquement 311 MW pour alimenter tout le pays. Maintenant, en ce qui a trait à nos puissances installées, les groupes qui sont installés dans le pays, comme je précisais tout à l'heure, aux environs de 30%. Quand je compare le taux d'électrification par rapport à la République dominicaine, sur 100 Haïtiens, 70 vivent dans le noir, sont dans le noir maintenant. Par contre, en République dominicaine, sur 100 Dominicains, on a uniquement 4 qui n'ont pas accès à l'électricité. Et maintenant, quand on compare la puissance installée en réalité, bon, ça là c'est extrêmement grave, je ne brise pas les chiffres, mais je dirais quand même la puissance installée en République dominicaine, ça fait 3742. Donc dans ce contexte, en réalité, où vous avez maintenant tous les éléments, les chiffres qui présentent vous pouvez voir des écarts extrêmement intéressants, des écarts vraiment importants. Donc, on voit en réalité que les énergies renouvelables peuvent nous aider en réalité à booster, à pouvoir augmenter, à diversifier notre bouquet énergétique, arriver en réalité à améliorer le taux d'électrification du pays. Le pays a opté pour, et à travers sa stratégie, à travers la stratégie, il n'y a pas une stratégie régionale, mais la tendance maintenant pour le pays, ce serait de se pencher vers les énergies, vers l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie photovoltaïque et la biomasse. Et avant de passer la parole à mon conférencier, je préciserai un élément extrêmement important qui est le potentiel. Pour savoir ce qu'on fait là est important parce que Haïti a un potentiel extraordinaire en matière d'énergie renouvelable. Et là, je précise pour vous les derniers chiffres qu'on a eus, ce sont des chiffres dans le rapport de SREP 2015 qui précise que le pays a un potentiel en biomasse et valorisation de déchets de l'ordre de 200 MW. En énergie éolienne, on aurait un potentiel de 100 MW. En maintenant énergie solaire, que ce soit les gens qu'on peut connecter sur le réseau ou bien hors réseau, on serait dans l'ordre de 300 MW.
Et pour l'énergie hydraulique, on est aux alentours de 250. Et je rappelle pour vous que la demande nationale oscillerait autour de 600 MW. Cela veut dire, selon les études en cours, Haïti a le potentiel pour pouvoir, en réalité, s'orienter vers les énergies renouvelables et arriver à un taux d'électrification assez intéressant. Je voulais quand même faire ces éléments de contexte avant de vous présenter le conférencier. Donc tout de suite, on va avoir avec nous l'intervention de M. Pierre Girard. Donc M. Pierre Girard est le directeur général de Valorem, et qui est une compagnie qui produit de l'énergie à base d'énergie renouvelable. Et cette compagnie, il est président directeur général. Il gère une centaine de sociétés filiales de Valorem. Je rappelle quand même, je sais que les Haïtiens sont extrêmement sensibles par rapport au cursus universitaire. Monsieur Girard est diplômé des arts et métiers. Il est licencié aussi en sociologie, un sociologue. Il a un DESS en gestion et administration d'entreprise. Il a un DE en sciences politiques des institutions locales. Il parle couramment anglais et il lit aussi l'espagnol. Donc, c'est avec un plaisir que j'accueille la présentation de l'intervenant de ce soir. Monsieur Pierre Girard, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Calixte, et bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de m'accueillir au sein de votre émission. Et effectivement, vous l'avez rappelé, les énergies renouvelables en Haïti, c'est vraiment une opportunité que vous devez saisir. Vous êtes un pays béni des dieux pour cela. Rares sont les pays qui concentrent en aussi peu de surface autant de potentiel, et même les chiffres que vous avez donnés sont un peu pessimistes, je dirais. Vous pouvez faire beaucoup plus, que ce soit en éolien, en photovoltaïque, en hydraulique, en biomasse, moyennant de l'utiliser avec parcimonie et de ne pas oublier de replanter lorsqu'on coupe un arbre, comme le disait la petite vidéo qui a été présentée tout à l'heure. Et donc, je pense d'ailleurs que votre gouvernement en a saisi toute l'importance et toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Quand je relis les options qui ont été énoncées lors de la COP21 par le gouvernement haïtien, je vois qu'il y a une décision d'augmenter à 47% la part des énergies renouvelables dans le système électrique haïtien d'ici 2030, ce qui veut dire à peu près 24% en hydraulique et 10% en éolien et 7% en solaire. Je vois également que les perspectives de création de centrales de production d'électrique à partir d'énergies renouvelables indiquent 200 MW d'éolien à l'horizon 2030. Pourquoi ? Je pense que vos chiffres sont encore un peu pessimistes et vous avez la place de faire ces 200 MW en tant qu'entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. Nous avons depuis 4 ans fait des études sur le territoire haïtien. Et il y a tout à fait la possibilité d'installer ces puissances en éolien. De la même façon, en hydroélectricité, on parle de 60 MW additionnels à ce qui existe déjà, en l'occurrence essentiellement le barrage de Péligre. Et en parc solaire, au moins 30 MW peuvent être installés au sol, et ça, je pense que ça ne comprend pas toutes les installations photovoltaïques que l'on peut faire sur les toits des bâtiments. Dans les objectifs également de la COP21, énoncés par votre gouvernement, il y a la réduction de la consommation de bois énergie en optimisant l'utilisation de ce bois énergie, notamment en fabriquant des réchauds éco-énergétiques, c'est-à-dire qui ont un coefficient de rendement nettement supérieur à ce qui peut exister aujourd'hui. Et ce genre de matériel existe déjà. Je connais personnellement une ONG qui travaille sur le Sénégal et qui a mis au point des petits réchauds très simples à fabriquer et qui économisent plus de la moitié de la consommation de charbon de bois ou même de bois tout simplement pour faire la cuisine. Donc ce sont des technologies qui existent et il suffit maintenant de les importer dans votre pays et de mettre en place l'industrie qui va permettre de les fabriquer. Parce que c'était effectivement aussi un des intérêts des énergies renouvelables, c'est le fait qu'elles sont locales.
et qu'elle dégénère un emploi local. Et c'est ce en quoi les énergies renouvelables s'inscrivent dans une démarche de développement durable totalement intégrée. Le jour où vous déciderez de mettre en œuvre cette implantation de chauffage éco-énergétique, eh bien, ça fera naître de multiples entreprises artisanales qui viendront fabriquer ces réchauds pour les diffuser dans l'ensemble du pays. De la même façon, lorsque des toits solaires se mettront en place, ou lorsque des champs solaires photovoltaïques seront construits, il faudra ensuite les exploiter, c'est-à-dire les entretenir. Le solaire, ça marche bien si le soleil transmet son énergie sur des panneaux qui sont propres. Et donc, ça nécessite de nettoyer régulièrement ces panneaux, même si la pluie pourvoit souvent, comme en ce moment. Mais enfin, malgré tout, l'expérience montre, et on a fait, nous, des champs solaires en Europe, que de temps en temps, il faut quand même venir enlever la poussière, qui finit par s'accumuler. De la même façon, pour les éoliennes, elles ne tournent pas toutes seules. Il faut régulièrement les entretenir, monter dans les nacelles, huiler, changer quelques pièces, puisque ce sont des machines qui tournent, donc il y a des points d'usure. Et donc tout cela génère beaucoup d'emplois. J'ai pu retrouver sur Internet quelques chiffres qui montrent l'ampleur des emplois créés par les énergies renouvelables sur ces dernières années. Le photovoltaïque, par exemple, a créé 2 500 000 emplois, au niveau du monde, hein, bien sûr. Les biocarburants, 1 800 000. L'énergie éolienne, un peu plus d'1 million. La biomasse, 800 000. Les chauffe-eau solaires, 764 000. Et le biogaz, à peu près 400 000. Donc vous voyez que tout ceci montre que lorsque Haïti prendra le wagon, le train du renouvelable, eh bien, il n'y a pas de raison que ces emplois qui sont créés au niveau mondial ne se créent pas aussi au niveau local. C'est d'ailleurs le cas déjà dans plusieurs pays africains qui ont fait ce choix, quand je pense au Maroc, à l'Égypte, au Kenya, à la Tanzanie, tous ces pays qui ont mis en place des politiques incitatives à l'installation de production d'énergie renouvelable à partir soit de photovoltaïque, soit d'éolien, ce qui sont les deux sources d'énergie que vous retrouvez ici en grande quantité. On voit aussi dans les Caraïbes se développer de multiples parcs photovoltaïques ou parcs éoliens. Ma société, actuellement, développe un parc éolien en Guadeloupe, un parc de 16 MW sur des machines de même type que celles que l'on veut installer ici aux portes de Port-au-Prince. Et donc, ce type d'installation s'intègre totalement dans le paysage. Et la démarche que nous avons faite au niveau donc, de la Guadeloupe a permis de faire participer la population à l'élaboration du projet par des discussions avec les élus locaux, avec les habitants. Et on va normalement lancer la construction de ce projet début d'année prochaine pour une mise en service début 2018. Il faut à peu près 1 an pour construire un parc éolien. Voilà. Donc, tout ça montre que dans les Caraïbes, même s'il y a de temps en temps des cyclones, l'installation d'éoliennes est tout à fait possible parce que les technologies mises en place ces dernières années par les constructeurs d'éoliennes permettent de faire des machines qui aujourd'hui résistent aux cyclones, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans, par exemple. Voilà. Et donc aujourd'hui, vous avez déjà des parcs éoliens qui sont installés à Porto Rico, qui sont installés en Jamaïque, qui sont installés également en République dominicaine, hein, à quelques pas de chez vous. Voilà. Donc, alors, on pourrait se poser la question, pourquoi tant d'hésitation à mettre en place des énergies renouvelables en Haïti? Parce que c'est vrai que ça fait 4 ans, moi, que je viens régulièrement dans votre pays, 4 ans que ma société développe un projet à Trou-Caïman, donc à côté de Tomaso, et que ça met du temps à avancer, et que le renouvelable bouscule beaucoup de groupes déjà installés, beaucoup de lobbies, n'hésitons pas à le dire, parce qu'il change complètement les fondamentaux sur lesquels s'est fait le développement industriel jusqu'à présent. D'abord, dans sa conception même,
quand vous développez, quand vous installez des installations de production électrique à partir de fossiles ou à partir de nucléaire, ça nécessite de grosses installations, et les centrales charbon, les centrales à base de fioul ou la centrale nucléaire, qui plus est, représentent toujours plusieurs centaines de mégawatts. Et donc ça impose un système de distribution d'électricité centralisé. C'est-à-dire c'est des grosses structures de production qui doivent irriguer le pays par l'intermédiaire de grosses lignes de transport. Et tout ça entraîne la création de monopoles. Le renouvelable, à l'opposé, permet de faire de façon tout à fait différente. Vous pouvez installer un toit photovoltaïque sur votre maison et produire votre propre électricité. Vous n'avez pas besoin d'avoir un distributeur à côté de chez vous. Et donc, ça casse complètement certaines logiques industrielles. Et c'est ce qui fait que, souvent, les énergies renouvelables ont du mal à s'imposer parce qu'elles viennent bousculer des empires bien établis et qui n'ont pas du tout envie de se voir prendre quelque part de marché. En France, on connaît bien cela, puisque nous avons un opérateur national qui s'appelle EDF, que je pense vous connaissez un peu. Nous avons aussi en France la particularité d'être le pays le plus nucléaire du monde. 80% de notre électricité est produite à partir d'énergie nucléaire. Et donc, le nucléaire, comme c'est quand même une technologie très dangereuse, elle nécessite d'être utilisée avec beaucoup de précautions, et donc elle ne peut pas être diffusée et utilisée par n'importe qui. Donc, le nucléaire impose un fonctionnement très centralisé avec une structure monopolistique qui gère ces moyens de production. Et donc, c'est EDF en France qui gère cela. Et lorsque mon ami Jean-Yves Grandidier et moi-même avons créé Valorem en 1994, le renouvelable n'existait pratiquement pas. On commençait à faire un peu de renouvelable au Danemark, en Allemagne, mais à part ça, il y avait très peu de pays au monde qui installaient des éoliennes, et le photovoltaïque existait, mais à des prix tels que c'était pratiquement pas utilisé. Et donc, pour arriver à développer les énergies renouvelables en France, il nous a fallu beaucoup de combats. C'était vraiment un combat de chaque jour, et ça continue encore à l'être, mais c'est plus facile aujourd'hui, parce qu'effectivement, on venait frontalement s'opposer au monopole que représente EDF et à la façon de gérer le réseau électrique qu'impose le nucléaire. Et par exemple, en Allemagne, ils n'ont pas eu le même problème parce qu'ils avaient déjà une production plus décentralisée que nous en France. Voilà, donc tout ça pour dire que le renouvelable amène un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement de mentalité et un changement de fonctionnement dans la société. C'est ça aussi qui est important et dont il faut bien prendre conscience, parce que, vous le verrez en Haïti, je ne doute pas que Haïti, dans les 10 prochaines années, va prendre à bras-le-corps la problématique du renouvelable et va développer toutes ces énergies avec beaucoup de volonté et beaucoup de réussite. Mais ça va pas se faire sans mal, ça va pas se faire sans douleur, parce que vous allez bousculer des empires établis, vous allez bousculer des habitudes, et que comme tout changement, il y a une résistance au changement en face. Voilà. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que ces énergies renouvelables, comme elles sont récentes, ce sont des technologies qui sont donc peu connues et qui n'étaient pas enseignées il y a 25, 30 ou 40 ans, et que par conséquent, c'est dans les entreprises qui construisent ou qui développent les énergies renouvelables, eh bien les personnes qui travaillent à l'intérieur sont pratiquement que des jeunes. Si je prends le cas de mon entreprise, donc nous sommes 170 aujourd'hui, et sur les 170, la moyenne d'âge est de 32-33 ans. Alors quand vous avez quelques vieux comme moi qui ont 60 ans, vous voyez, qui viennent plomber la moyenne, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont entre 25 et 30 ans. Voilà. Donc, et ça, c'est aussi une des forces, parce que toute cette jeunesse a bien conscience que ma génération, la génération précédente, on a un peu usé et abusé de réserves de notre terre,
on s'est un peu, entre guillemets, goinfré, et que aujourd'hui, il faut penser aux générations suivantes et qu'il faut mettre en place des politiques qui préservent les réserves naturelles de notre Terre. Et le fossile ne durera pas éternellement, et le renouvelable ne pourra pas remplacer totalement le fossile. L'énergie qui est contenue dans 1 litre de pétrole est énorme. Donc cette énergie, il faut ce litre de pétrole, il faut le réserver pour des usages qu'on ne peut pas, qu'on ne pourra pas satisfaire par d'autres moyens. Par contre, produire de l'électricité à partir de pétrole pour chauffer ensuite un bâtiment ou chauffer ou faire chauffer de la nourriture, c'est un peu aberrant. On peut très bien faire ça de façon différente et de façon beaucoup plus économique. Donc voilà, il y a cette nouvelle logique. On a pensé pendant longtemps que ces réserves fossiles étaient inépuisables et qu'on pouvait y aller sans réfléchir. Aujourd'hui, je pense que la COP 21 et les COP précédentes et la future COP 22 à Marrakech le montrent chaque année un peu plus. La prise de conscience devient mondiale et il faut que l'on préserve nos ressources fossiles pour les utiliser le mieux possible. Et par conséquent, il faut développer les énergies renouvelables qui, comme leur nom l'indique, sont inépuisables. Et alors, par-dessus tout cela, vient se greffer la problématique du réchauffement climatique, dont on ne parlait pas il y a 25 ans. Réchauffement climatique, personne ne savait ce que ça voulait dire. Il y avait quelques penseurs qui disaient « Attention, ça ne peut pas durer éternellement comme ça. On est en train de provoquer un dérèglement climatique, mais personne ne les croyait. » Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur ce sujet, que dans le monde entier, enfin tout du moins les dirigeants du monde entier ont convenu qu'effectivement, l'activité industrielle de l'homme depuis le milieu du 19e siècle a progressivement provoqué un dérèglement climatique dont on voit aujourd'hui les premières conséquences avec ces phénomènes de tornades, de précipitations très fortes qu'on ne connaissait pas avant, et puis surtout l'augmentation du niveau des mers dans certains endroits qui provoque le déplacement de population. Et vous, en tant qu'île, vous êtes le premier chef concerné parce que vous êtes entouré d'eau et que si l'eau de l'océan monte, vous aurez moins de terre disponible pour vous. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une grande chance à travers donc, ces énergies renouvelables et surtout le modèle de développement des énergies renouvelables que vous allez connaître ne va pas être identique dans la production d'électricité à celui que nous avons connu dans les pays occidentaux. Nous, en Europe, aux États-Unis, on a développé la production d'électricité et la distribution d'électricité à partir de moyens de production centralisés et en créant des réseaux qui irriguent tout le pays. Dans les pays comme Haïti aujourd'hui, qui n'ont pas ces réseaux déjà créés, et en Afrique, il y en a aussi beaucoup, je pense que vous allez sauter une étape. Tout comme pour la téléphonie, où dans les pays occidentaux, on est passé aussi par les systèmes filaires. On a tiré des lignes sur des centaines de milliers de kilomètres de lignes à travers les campagnes pour apporter le téléphone dans la moindre maison. Vous n'avez pas eu besoin de faire ça. Vous avez les smartphones qui sont arrivés. Aujourd'hui, vous avez tous un smartphone, ou pratiquement tous, et vous téléphonez dans le monde entier sans avoir besoin d'avoir eu à poser des poteaux téléphoniques dans tout le pays. Je pense que pour l'électricité, ça va être un peu le même modèle. Alors, je ne parle pas de Port-au-Prince. Port-au-Prince, ça sera une installation de production d'électricité un peu centralisée avec des réseaux filaires. Mais dans beaucoup de zones du pays, il n'y aura pas d'interconnexion et on va assister à la mise en place de micro-réseaux à partir soit de photovoltaïque, soit d'éolien, les deux combinés, peut-être avec un peu de diesel, avec du stockage, et que tout cela va fonctionner grâce au smartphone. C'est-à-dire que toute la façon de distribuer l'électricité, de la faire payer,
va être combiné entre l'utilisation donc, de moyens de production décentralisés, délocalisés, et le smartphone qui va permettre un dialogue facile entre le gestionnaire du réseau et le consommateur de l'électricité. Ça commence déjà à se faire, il y a quelques expériences dans votre pays, mais ça se fait également dans certains pays africains. Et ça, c'est une vraie révolution. Mais ça se fait aussi dans des pays comme la France, où aujourd'hui on essaye d'optimiser l'utilisation de nos réseaux électriques, parce que tout ça, ça coûte cher, et donc moins on construit de lignes, mieux on se porte. Et c'est ce qu'on appelle le smart grid, c'est-à-dire l'optimisation et la mise en correspondance de la production avec la consommation. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans nos pays européens, le principe c'était tout le monde doit faire ce qu'il veut, quand il veut. On a besoin de consommer de l'électricité à 18h le soir, on consomme. On a besoin à 2h du matin, on consomme. On ne réfléchit pas. Il faut que le service public amène l'énergie au moment où chacun en a besoin. Cet axiome est en train de disparaître. Aujourd'hui, la démarche, c'est de dire on adapte la consommation à la production et la production à la consommation. C'est-à-dire qu'on fait une interaction entre les deux piliers. Et si, par exemple, vous voulez mettre en route la machine à laver à 18h alors que 18h c'est l'heure de pointe, ou d'autres usages sont plus importants, eh bien, le réseau va vous déporter l'utilisation de la machine à laver, parce que laver son linge à 18h ou le laver à 22h, il n'y a pas grande différence, pour que la machine se mette en route qu'à 22h. Même chose pour les chauffe-eau électriques, même chose pour tout un tas d'usages qui ne sont pas des usages à besoin immédiat, mais qui peuvent être reportés. Voilà. Donc là, on va vers une vraie révolution également, et vers une optimisation de la production, de façon à l'adapter à la consommation, mais également de la consommation de la façon à l'adapter à la production. Et ça va être aussi accompagné par des mutations technologiques. Un des problèmes de renouvelables, notamment le photovoltaïque et l'éolien, c'est l'intermittence. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de production. Quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas de production. Voilà. Alors déjà, au moins en ce qui concerne le vent, on sait prévoir la veille pour le lendemain, maintenant avec beaucoup de précision, quelle quantité de vent on aura sur telle région. La science météorologique a énormément progressé ces 20 dernières années. Et puis, d'autre part, on est en train de mettre au point des systèmes de stockage. Alors, stockage batterie, ça c'est le stockage qui paraît le plus évident. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pour la télé. C'est bon? Donc, le stockage batterie, c'est celui qui paraît le plus évident, mais il y a d'autres formes de stockage beaucoup plus économiques qui se font sous forme d'énergie utile. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire fonctionner un réfrigérateur, la nuit, et que vous voulez le faire à partir d'énergie solaire, photovoltaïque, vous avez deux façons de faire. La première façon, c'est pendant la journée, vos panneaux photovoltaïques produisent de l'électricité. Cette électricité, vous la mettez dans une batterie, et pendant la nuit, la batterie alimente le moteur du réfrigérateur pour faire du froid. La deuxième façon, c'est pendant la journée, vos panneaux photovoltaïques font l'électricité, l'électricité fait tourner le compresseur du réfrigérateur, mais au lieu d'aller à une température de 3 ou 4 degrés, vous descendez plus bas. Vous cherchez à stocker l'énergie réfrigérée, donc le froid, dans un liquide à changement de phase, c'est-à-dire un liquide eutectique, l'eau tout simplement. Vous la transformez en glace. Dans votre réfrigérateur, pendant la journée, vous produisez un bloc de glace, et pendant la nuit, la glace va fondre et va restituer du froid, et donc va maintenir la température de votre réfrigérateur à 4 degrés. C'est le principe de la glacière. Je ne sais pas comment c'était dans votre pays il y a quelques années, mais moi je me souviens dans ma jeunesse,
on n'avait pas de réfrigérateur. Et tous les matins, il y avait le glacier qui passait avec son camion. C'était une camionnette, je me souviens. On mettait un seau devant la maison et il déposait un bloc de glace dans le seau. Et je me souviens, ma grand-mère, elle mettait le bloc de glace dans la glacière. Et pendant la journée, comme ça, on avait des aliments qui étaient tenus au frais. Et le matin suivant, elle vidait l'eau de la glace qui avait fondu et a remplacé, et ainsi de suite. Voilà. Bien, on peut réinventer ce système, mais au lieu d'avoir tous les jours à amener un bloc de glace, il suffit d'avoir de l'eau dans un circuit fermé qui, à un moment donné, se transforme en glace, à un autre moment donné, fond et se retransforme en glace, et fond, et ainsi de suite. Et donc, ça permet, vous voyez, de pallier à l'intermittence du photovoltaïque. C'est-à-dire, votre réfrigérateur, il sera en permanence à 4 degrés, qu'il y ait du soleil ou qu'il n'y en ait pas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup de recherches qui se fait sur ces problématiques d'intermittence et surtout donc de stockage de l'énergie, parce que ça, c'est la clé du développement à très grande échelle des énergies renouvelables. Le jour où on aura trouvé les solutions techniques qui permettent à des coûts très compétitifs de stocker l'énergie électrique produite par l'éolien et le photovoltaïque, qui sont les principales sources intermittentes, eh bien, on pourra dire adieu au pétrole et au nucléaire qui produisent actuellement la majorité de l'électricité dans le monde. Et une autre façon aussi de pallier à ce problème d'intermittence, c'est de combiner les énergies entre elles, les énergies renouvelables entre elles, de façon à avoir une production à peu près lissée. Justement, le projet que ma société développe à côté de Port-au-Prince, il est situé, donc, comme je vous le disais, à Troucaïman, au-dessous de la ligne qui descend de Péligre, la ligne moyenne tension. Et donc, une des propositions qu'on fait à votre gouvernement, c'est de coupler la production électrique de Péligre avec la production électrique de l'éolien et avec celle du photovoltaïque, et de faire un système équilibré. C'est-à-dire que lorsqu'il y a du vent et du soleil, eh bien, on ne fait pas tourner les turbines de Péligre, ce qui permet de conserver l'eau. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en période sèche, Péligre n'a plus assez d'eau pour faire tourner ses turbines. Donc, ce qu'il faudrait arriver, c'est à mieux gérer la réserve d'eau du barrage, de façon à l'utiliser quand vraiment il y en a besoin et qu'on n'a pas d'autre solution, et puis à la stocker lorsque l'éolien ou le photovoltaïque peuvent produire l'énergie pour alimenter Port-au-Prince. Voilà, ça c'est des exemples qu'on peut trouver comme ça. Je voudrais terminer maintenant par aussi un message un peu d'espoir. Quand on regarde l'histoire du XXe siècle, on constate qu'il y a eu beaucoup de guerres mondiales, multiples guerres locales, et que très souvent, ces guerres ont été provoquées par la recherche d'énergie, le contrôle d'énergie fossile le plus souvent. Hein, les guerres du Golfe, ainsi de suite, c'est le pétrole qui en est la cause. Le jour où tous les pays du monde seront autonomes en énergie, c'est-à-dire où ils produiront leur énergie à partir du vent, à partir du soleil, ou à partir de la biomasse qu'ils génèrent eux-mêmes ou qu'ils reçoivent sur leur territoire, il n'y aura plus ce motif de guerre économique et de guerre tout court pour aller capter des réserves de pétrole, des réserves de gaz, des réserves de charbon. Et je pense que la paix du monde ne s'emportera que mieux. Voilà. Merci, M. Girard, pour cette excellente présentation où il a passé en revue et le potentiel, en fait, comment on peut, ses expériences en matière d'énergie renouvelable et comment, en réalité, en Haïti, qu'on pourrait profiter des expériences de sa compagnie pour pouvoir, en fait, réalité, et regarder les potentialités qu'on a dans le pays en matière d'énergie renouvelable. Avant qu'on aborde la quatrième partie qui concerne la pause musicale, et je dois préciser en réalité tout ce que vient de dire M. Girard n'est pas possible sans une véritable volonté politique. Parce que ce qu'on a constaté dans le pays, c'est que les politiques sont en retard par rapport à ce qu'on veut faire dans le pays. Par exemple, il y a deux cas, je pense, qui sont extrêmement importants, qu'il convient de signaler. Donc, il y a
en Haïti des projets où l'on valorise, où l'on met en exergue en réalité les énergies renouvelables. On a une centrale photovoltaïque qui se trouve sur le toit du Ciné Triomphe, qui est installée. C'est une centrale photovoltaïque à Port-au-Prince. On a une petite centrale photovoltaïque. On a un groupe diesel, c'est à peu près hybride. Les Anglais, ça fait 137 kW. Et on a l'exemple où vous avez la centrale photovoltaïque de Coteau. C'est un projet impliquant 3 communes. C'est Coteau, Roche-à-Bateau et Port-à-Piment. Donc, juste pour vous dire qu'il ne faut pas croire qu'en Haïti, ce n'est pas possible. On a déjà 100, je rappelle, sans réalité l'intervention de l'État, sans la volonté politique exprimée par les dirigeants de notre pays, on a pu constater quand même certains acteurs ont pris en réalité des initiatives extrêmement intéressantes dont il convient en réalité de pouvoir et encadrer et pouvoir vulgariser. J'étais extrêmement choqué ce matin à une présentation de voir comment nous sommes extrêmement irresponsables dans le pays en matière de gestion énergétique. Quand on prend pour exemple les DH, donc durant par exemple les 6 années passées, les DH a connu 7 directeurs généraux. Donc déjà, ça vous donne une idée que si on n'a pas un plan d'électrification, on n'a pas un plan de gestion électrique qui tient compte de la réalité politique, tient compte de la réalité du pays, parce que ce qu'on a constaté, c'est qu'il nous faut un plan énergétique qui va au-delà de 5 ans. Mais malheureusement, dans le pays, on tend à regarder les projets qui rentrent dans le cadre d'un mandat présidentiel. Donc je pense qu'il faut aller au-delà du mandat présidentiel. Donc, on va enchaîner la 4e partie. On prend une pause musicale aux arbres citoyens de Yannick Noah. Bon, on va entamer avec la dernière partie de la soirée où l'on prend des questions. En ce sens, j'invite, on va prendre 3 questions. La première, elle sera posée par Régis Audniel. Donc, on invite Régis Audniel à poser la question. Je vous demanderai d'être extrêmement précis parce qu'on n'a pas de temps pour qu'on puisse avoir la question. Je demanderai aussi, je prends d'abord les 3 questions et les réponses viendront et tout de suite après. Normalement, je ne sais pas, est-ce que je ne connais pas le thème technique. Je n'ai pas entendu parler du biodigesteur. Je pense que c'est une énergie renouvelable très importante. Est-ce que ton organisation, ou du moins ta compagnie, en fait partie de la biodigesteur? Deuxième question, je sais qu'il y a un problème à ce niveau d'énergie parce qu'il y a les bailleurs qui vendent les génératrices et le pétrole, tout ça. Est-ce qu'il y a un partenariat entre toi et l'État haïtien pour qu'on puisse développer cette question d'énergie renouvelable? Merci. Merci. Donc, je précise, on prend la série de 3 avant de permettre à Pierre de pouvoir répondre aux questions. J'invite en ce sens Nicolas Alien, professeur Nicolas Alien, mon cher collègue, à pouvoir poser sa question. Bonsoir, je suis Nicolas Alien, spécialiste énergie renouvelable pour l'NTPTC, aussi professeur à Kiskeya et à la FDS de l'UH. Alors, je remercie M. Girard pour sa présentation et aussi tout le Calix. Ma question serait surtout sur l'aspect cadre légal et cadre statif. J'ai eu la chance d'aller en Guadeloupe où j'ai vu beaucoup de projets solaires qui ont pu se faire. Et ils ont été possibles surtout parce que le gouvernement français avait développé un cadre qui facilitait des investissements dans le solaire. Donc, j'aimerais savoir comment Valorem a pu profiter de ces mesures-là que des prises en France et en Guadeloupe et comment Haïti pourrait apprendre de ces mesures-là pour pouvoir développer des mesures similaires qui pourraient aider à développer le droit chez nous. Merci. Merci beaucoup. On invite M. Jean-Baptiste. M. Jean-Baptiste a posé sa question. Je l'invite à faire ça rapidement. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, M. Girard. Bonsoir. Et ma question, c'est surtout, vous aviez dit dans votre présentation carrément qu'en France, ça n'a pas été facile pour passer de l'énergie nucléaire, comme la France est un pays hautement nucléaire, à l'énergie renouvelable. Aujourd'hui en Haïti, moi j'aime entendre quand on parle, quand on donne les chiffres, les indicateurs. Or, vous savez très bien que ici en Haïti, il y a dans tous les pays du monde, mais ici on dirait que cela est beaucoup plus flagrant, c'est la question de rapport de force. Vous aviez dit tout à l'heure, c'est 4 Dominicains n'ont pas d'accès à l'électricité là-bas. Ici, c'est 80.
Donc c'est de l'absurdité tout court. Maintenant, comment on a fait en France? Est-ce que c'est parce que l'État français est suffisamment fort pour imposer sa loi, question de satisfaire la grande majorité, aux tenants d'influence, aux tenants de pouvoir? Je veux parler des entrepreneurs. Aujourd'hui, si vous allez dans le pays, vous allez trouver très peu d'entrepreneurs qui se lancent dans le secteur d'énergie renouvelable. C'est tout simplement parce que ceux-là qui sont dans l'énergie, excusez-moi, les ingénieurs traditionnels, ils sont très forts. Et moi-même, je me suis dit toujours une chose, c'est parce que Haïti est bon, ou bien la façon dont le pays fonctionne aujourd'hui, c'est bon pour ceux-là qui tiennent les influences à travers tout le pays. Moi-même, j'aimerais que vous nous disiez très clairement comment. Est-ce que c'est l'État qui a pu donner le ton en France parce qu'il est suffisamment fort, ou bien c'est les entrepreneurs qui ont priorisé l'intérêt de la France ou bien l'intérêt de la majorité, qui ont fait la promotion de l'énergie renouvelable? Parce que moi-même, j'entends tout le temps qu'on parle de cela, mais aujourd'hui, vous allez voir le prix des inverteurs, le prix des batteries, le prix des panneaux solaires, le prix des générateurs, pour comprendre que ce n'est pas la chose, ce n'est pas une chose qu'on va faire ni demain, ni en 2020, ni en 2030. Merci. Merci. J'invite M. Pierre à répondre rapidement parce qu'on a une autre série de questions qui vient tout de suite après. M. Pierre, soyez bref dans votre réponse. Oui, donc en ce qui concerne les biodigesteurs, j'en ai pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais la méthanisation est aussi une des solutions pour les énergies renouvelables. Il faut savoir que c'est relativement compliqué à mettre en œuvre. Il y a deux façons de faire la méthanisation. Soit on utilise les déchets que l'on trouve dans l'industrie ou dans l'agroalimentaire, soit on fait des cultures spécifiques pour la méthanisation. Dans le deuxième cas, la culture spécifique, ça fonctionne relativement bien. C'est ce que font les Allemands, par exemple, et ils ont installé beaucoup de digesteurs dans les différentes fermes d'Allemagne. Mais ça suppose d'avoir des terrains disponibles pour faire de la culture spécifique à la biodigestion. Dans les pays où le territoire ne permet pas ce genre de culture, alors il faut passer par des déchets industriels ou des déchets d'agroalimentaire. Et c'est là que ça se complique, parce que si on n'a pas un mélange homogène, le digesteur fonctionne mal, voire ne fonctionne pas du tout. Et nous, on a essayé de faire ça sur quelques projets en France, et c'est vraiment très compliqué, et c'est pas couronné de succès. Voilà. Je ne vais pas aller plus dans le détail, mais je peux vous dire que ça s'appelle une vraie usine à gaz, quoi. Donc, en ce qui concerne maintenant le partenariat éventuel entre Valorem et notre filiale locale qui s'appelle HER, Haïti Énergie Renouvelable, et l'État haïtien, effectivement, nous avons proposé à l'État haïtien, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, de faire un partenariat pour développer des énergies renouvelables sur le territoire haïtien par la création d'une SEM, c'est-à-dire une société d'économie mixte, dans laquelle l'État haïtien aurait un pourcentage d'action, c'est à lui de décider combien il veut, hein, et puis nous, bien sûr, le complément. Bon, le précédent gouvernement du temps de la présidence de M. Martelly était d'accord sur le principe, mais ça n'a pas pu se concrétiser. Bon, pour l'instant, on attend que de nouvelles élections aient lieu pour relancer ce projet. Mais nous sommes très favorables à ce partenariat parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen pour développer ce type d'énergie sur le territoire. On a déjà, nous, des participations dans des SEM avec des collectivités locales. En Guadeloupe, par exemple, nous sommes actionnaires de la SEM énergie renouvelable de la Guadeloupe, aux côtés du syndicat départemental d'électricité. Nous sommes également en France dans plusieurs sociétés d'économie mixte qui ont été constituées par des collectivités locales. Voilà. Alors, sur la question des mesures incitatives qui peuvent exister, et puis de pourquoi en France ça s'est développé. Et qu'est-ce qui a fait qu'en France ça se soit développé? Alors, je vais commencer par répondre à cette dernière question. En France, ça n'a pas été une volonté du gouvernement français, parce que le lobby nucléaire ne voulait surtout pas que le renouvelable se développe. En fait, c'est l'Europe qui a imposé au gouvernement français le développement des énergies renouvelables. Et derrière l'Europe, c'est en fait les pays du Nord, c'est-à-dire l'Allemagne, le Danemark, essentiellement, qui ont poussé dans ce sens-là.
Et ce n'est pas dénué d'arrière-pensée politique ou économique. Il faut savoir que si les Allemands ont développé les énergies renouvelables, et notamment l'éolien, c'était par un souci de développement économique et de reconversion industrielle. Tous les éoliens allemands, toutes les usines qui fabriquent des éoliennes en Allemagne, sont situées dans le nord de l'Allemagne, dans la région d'Hambourg, qui était autrefois une région où se trouvaient les chantiers navals allemands. Et dans les années 80, cette industrie a périclité. Et donc, les Allemands ont cherché un moyen de reconversion industrielle, et l'éolien s'est avéré être une bonne solution. Voilà. Et donc, pour revenir maintenant aux politiques incitatives, en fait, c'est l'Europe, enfin, c'est la communauté européenne, l'Union européenne, qui a imposé progressivement à tous les États européens de développer des énergies renouvelables dans un souci de préservation du climat. Voilà. Alors, ensuite, quelles sont les mesures incitatives qui peuvent être mises en place? Bon, dans la plupart des pays européens, dans les années 90-2000, ont été mis en place ce qu'on appelle des tarifs spécifiques, c'est-à-dire que l'électricité produite à partir de renouvelables était achetée plus cher que le prix du marché. Ça a permis à l'industrie éolienne et à l'industrie photovoltaïque de se développer et d'acquérir un niveau de maturité qui fait qu'aujourd'hui, ces mesures de soutien sont en train de disparaître parce qu'il n'y en a plus besoin. Parce que le coût du kilowattheure produit par l'éolien ou produit par le photovoltaïque, eh bien, est arrivé pratiquement au prix de marché. Donc il n'y a plus besoin d'aide. Parce que, si je vous prends un exemple sur le photovoltaïque, par exemple, les modules photovoltaïques, il y a seulement 6 ans, coûtaient 10 fois plus cher qu'aujourd'hui. En 6 ans, et c'est essentiellement l'industrie chinoise d'ailleurs qui a provoqué ça, hein, ils ont fait un dumping, mais ils ont aussi industrialisé énormément. Et bien donc le module photovoltaïque aujourd'hui fait qu'on arrive à sortir un kilowattheure à des prix très compétitifs. Alors ensuite, l'autre élément important, c'est le financement du projet. Et c'est pourquoi, dans un pays comme Haïti, malheureusement, le coût de production du kilowattheure est aujourd'hui environ 2 fois plus élevé, voire des fois même 3 fois plus élevé que dans les pays occidentaux ou qu'aux États-Unis. Tout simplement parce que c'est quand même des projets qui coûtent relativement cher. Pour vous donner un exemple, un mégawatt éolien installé et mis en production, ça coûte à peu près entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Le mégawatt. Donc, quand on fait un projet donc, de 30 mégawatts comme celui qu'on veut faire au port de Port-au-Prince, on est aux alentours de 50 à 60 millions d'euros d'investissement. Et le photovoltaïque est également aux alentours de 1 million, 1,2 million le mégawatt installé. Donc, ça demande d'aller chercher des financements bancaires, bien entendu. Aucune entreprise ne finance ça sur ses fonds propres. Et donc, malheureusement, dans des pays comme le vôtre, les taux d'intérêt sont extrêmement élevés, ce qui fait que ça impacte énormément le coût de revient du kilowattheure produit. Alors une façon de réduire cela, c'est de travailler à faire baisser ces taux par l'intermédiaire, entre autres, de prêts concessionnels, c'est-à-dire que des institutions comme la Banque mondiale ou comme la Banque interaméricaine de développement peuvent faire des prêts aux États à des taux vraiment très faibles, 1 ou 2%, et ensuite c'est l'État qui prête aux entreprises qui vont construire les parcs éoliens photovoltaïques en ayant un taux donc particulièrement bonifié. Voilà. Alors, ces prêts ne financent jamais la totalité de l'installation, mais au moins ils permettent de faciliter la construction. Et une autre façon aussi d'aider au développement, notamment dans votre pays, c'est d'avoir une garantie en cas de non-paiement par l'électricien local, c'est-à-dire EDH en l'occurrence. Vous n'êtes pas sans savoir que EDH est en faillite chronique et qu'aujourd'hui, aller voir un banquier en lui disant « Monsieur le banquier, vous allez me financer mon parc éolien ou mon parc photovoltaïque et je vous présente un contrat qui a été signé par EDH qui s'engage à me racheter mon électricité pendant les 15 ans à venir »,
banquier vous regarde avec un bon sourire, en disant « Monsieur, quelle garantie vous m'apportez ? Parce que je sais bien que EDH n'est pas en capacité de vous payer. » Voilà. Donc c'est ça aussi l'autre élément important, c'est de trouver un organisme, ou soit l'État haïtien, soit un organisme qui apporte sa garantie, qui dit si EDH ne paye pas, moi je m'engage à payer à la place d'EDH. Voilà. Voilà à peu près ce que l'on peut mettre comme mesure incitative. Donc d'une part, bonifier les taux d'intérêt, et d'autre part, apporter des garanties aux banques qui acceptent de financer des projets d'énergie renouvelable. Et aujourd'hui, mettre un tarif spécifique bonifié, ça a de moins en moins de sens. Et merci Pierre pour les réponses. Une petite précision quand même à apporter, toujours au niveau de l'EDH. Je rappelle quand même, dans le pays, on a des pertes techniques qui s'élèvent à 18% et des pertes non techniques qui s'élèvent à 42%. Donc c'est pour dire que 42% d'électricité sont volées sur le réseau de l'EDH. Donc on dit perte technique, c'est parce qu'on ne veut pas dire vol d'électricité en réalité. Donc c'est un problème en réalité que nous autres Haïtiens qu'il faudra aussi aborder. Et on a un taux de facturation qui est aussi autour de 40%. Donc en termes clairs, sur $100 investis par EDH, EDH arrive à facturer pour $40. Même ces $40 ne sont pas recouvrés. Juste pour vous dire que c'est extrêmement grave, nous autres Haïtiens, on a en réalité des décisions à prendre à ce niveau-là et on doit assumer, et on doit pouvoir prendre des décisions à assumer nos responsabilités. J'invite d'un coup, avec la deuxième série de questions, j'invite Kenol Ronald à poser succinctement sa question. Ensuite, ce sera le tour de Sandra Eliassi. Après, je prends Gaël pour la deuxième série de questions. Je vous rappelle, il faut essayer d'être bref pour qu'on puisse avancer rapidement. Bonsoir et je te remercie à Café Philo. Et ma question est la suivante. J'aimerais savoir comment pourrais-je faire pour que Haïti lui-même avoir sa propre source d'énergie remboursable, renouvelable alors. C'est ça ma question. D'accord, merci Sandra. On prend la dernière question de Gaël pour clôturer la deuxième série de questions. Gaël. Bonsoir Monsieur Girard. Alors, ma question, elle est très très simple. J'aimerais vraiment savoir comment peut-on arriver à mettre un genre de système en place, c'est-à-dire le système des énergies renouvelables en Haïti, sans penser à la technologie. D'autant qu'on sait qu'en Haïti, quand on parle de technologie, la majorité des gens qui vivent en Haïti ne pensent qu'aux réseaux sociaux, qu'aux applications qu'il y a sur Google Play, sur App Store. Or, pour avoir ce genre de système, pour pouvoir mettre un genre de système disponible en Haïti, il faudrait nécessairement passer par les technologies. C'est-à-dire il faudrait passer par les énergies éoliennes, tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure dans la petite vidéo. Donc, en définitive, je voudrais réellement savoir comment peut-on arriver à faire ça sans ne pas mettre de côté la perspective technologique. Merci. Je dois avouer que ces questions me laissent un peu perplexe. Alors, sur la question de la technologie, là, je n'ai pas bien compris parce que, je veux dire, enfin, peut-être que vous parliez de l'allusion que je faisais tout à l'heure, par rapport au smartphone et au smart grid, mais il y a deux cas de figure. Hein, donc, soit on est dans une production connectée, comme sur Port-au-Prince, où là, bon, on va mettre en place des moyens de production assez conséquents, hein, photovoltaïque, éolien, biomasse, pourquoi pas. Et le fonctionnement sera identique à celui qu'il y a aujourd'hui, au fait quand même qu'il faudra faire payer l'électricité un jour. Comme le disait M. Calixte, il y a quand même aujourd'hui des impayés en Haïti vis-à-vis d'EDH qui sont totalement surréalistes, quoi. Et c'est pas étonnant que EDH soit en faillite avec aussi peu. Je crois que EDH ne vend et ne facture et ne reçoit que 30% de l'énergie qu'elle produit, quoi. Donc effectivement, ça ne peut pas durer éternellement comme ça. Et si on est dans un système décentralisé, bon, je n'ai pas bien compris votre question, mais je pense que effectivement, là, pour le rendre optimal, il faudra combiner les technologies de l'électricité renouvelable avec celles de la téléphonie et d'Internet. Ce qui concerne la première question, je dois avouer humblement n'avoir rien compris.
Donc je laisse la parole à M. Calix peut-être pour y répondre, mais Kenol, est-ce que tu peux reprendre un thème clair pour nous, la question et mettre la question dans le cadre des énergies renouvelables? Très clair. Nous sommes dans un cadre du dialogue philosophique. Le thème d'aujourd'hui traite les énergies renouvelables. Justement, l'énergie renouvelable vient d'où? D'une pensée. OK? La renouvelabilité de l'énergie, est-il possible dans son mouvement d'être approprié par le capital, dans sa prétention de dépasser une non-renouvelabilité antérieure? N'a-t-il pas de possibilité de reproduire cette non-renouvelabilité, étant donné que cette non-renouvelabilité a été déjà... Cette non-renouvelabilité a été, ou est née, ou est une composante même structurelle de cette renouvelabilité énergétique proposée. je m'excuse, mais Il n'a pas encore compris. Ah non. mais maintenant, si quelqu'un dans la salle a la réponse, je propose qu'il vienne la porter. À supposer que vous ayez cette chose comme énergie renouvelable. Cette chose est née de la négation ou du dépassement de ce qui n'a pas été renouvelé. Et ce qui n'a pas été renouvelé a été approprié ou ordonné par un groupe social appelé à ordonner ce qui est appelé à se renouveler. Alors comment ce qui est appelé à se renouveler peut nous conduire à un dépassement de ce qui n'a pas été appelé à être renouvelé? Merci Guénol. Je donne. Monsieur Alien peut répondre peut-être. Mais merci Guénol. On prend en fait note de votre question. Et pour en fait la question que je voudrais adresser, et j'aimerais quand même que M. Pierre nous en dise plus concernant le projet qu'il a à Troucaïman-Tomazo, puisqu'on sait en réalité que le pays a un potentiel éolien extrêmement intéressant dont il convient d'exploiter. Donc on aimerait avoir beaucoup plus d'informations sur le projet qui est en cours à Troucaïman. Et Pierre, tu nous dis quoi sur le projet? Alors, très rapidement, parce que ça commence à se faire un peu tard, mais oui, c'est un projet donc, dont nous avons commencé les études il y a 4 ans maintenant. C'est un projet qui est composé d'une part d'un parc éolien qui fera, lorsqu'il sera construit, 30 MW, c'est-à-dire 10 éoliennes de 3 MW chacune, et de 2 parcs solaires qui feront chacun, l'un 8 MW et l'autre 12 MW. L'un sera sur ce qu'on appelle des trackers, c'est-à-dire des appareils qui suivent le soleil, et l'autre sera a priori sur des montants fixes. Bon, mais peut-être qu'on le fera aller sur les trackers, on verra. Mais voilà, aujourd'hui, le projet est dans cet état-là. Donc 30 MW à partir de 10 machines de 3 MW chacune. Et puis 20 MW de solaire, 8 en tracker et 12 en fixe. Voilà, nous avons donc installé des mâts de mesure. Si vous allez du côté de Troucaïman, à côté du poulailler, là, enfin de la production de poulet, là, qui est sur la route qui va à Tomazo, vous verrez, il y a un mât que l'on voit là qui fait 60 mètres de haut. Et donc on mesure le vent et le soleil depuis plusieurs mois. Et les mesures que nous avons faites confortent notre intuition, puisqu'il y a effectivement beaucoup de vent et bien sûr beaucoup de soleil dans cette région. Ce qui augure d'une réalisation tout à fait possible et tout à fait intéressante pour le pays. Et donc, la production électrique sera raccordée directement donc, sur la ligne qui descend de Péligre, comme je disais tout à l'heure, et qui va se connecter au poste de Delmas à l'entrée de Port-au-Prince. Voilà un peu le projet tel qu'il est aujourd'hui. Et encore une fois, j'espère que
avec le gouvernement, nous arriverons à trouver une solution pour mettre en place le financement, puisque aujourd'hui, nous avons fait toutes les autres études. Nous avons déposé les demandes de permis de construire, nous avons fait l'étude de raccordement, nous avons fait l'étude environnementale, l'étude d'impact écologique. Et donc, dans quelques mois, le projet peut démarrer sa construction, pour autant qu'on résolve le problème du financement. Merci Pierre. Une question rapidement pour terminer, ça va être la dernière question de la soirée, Pierre. Et on a constaté en Haïti, avec le déficit de production de l'EDH qui ne fournit pas une énergie de qualité, on a constaté une certaine émergence de l'autoproduction où les gens ont leur propre groupe électrogène et la plupart de ces groupes fonctionnent au diesel. Et nous savons en réalité que nous ne produisons pas du diesel en Haïti, nous en importons, donc ce qui fait automatiquement, ça crée un déficit au niveau de notre balance commerciale. Est-ce qu'il est possible tout de suite pour Valorem de pouvoir regarder cette situation et proposer des solutions par rapport aux entreprises qui produisent, qui ont leur propre groupe diesel? Est-ce que ces groupes diesel ne peuvent pas tout de suite combiner avec du diesel sous l'air? Est-ce que c'est accessible? Alors, et comment est posé, comment vous voyez cette... Tout à fait. Alors, nous avons déjà donc fait des propositions comme ça à certains industriels haïtiens. Et nous sommes actuellement sur un projet avec une entreprise qui fait du traitement de plastique, c'est-à-dire qui récupère toutes les poches qui traînent un peu partout dans le pays pour les recycler. Et donc pour mettre en place un système hybride, c'est-à-dire une production photovoltaïque à côté et en complément du groupe électrogène qui, jusqu'à présent, alimente l'usine. Donc ce projet, je pense, va se faire dans les prochains mois. Il se trouve quand même qu'aujourd'hui, depuis quelques mois, on a assisté à une baisse conjoncturelle du pétrole, puisqu'on était revenu à des niveaux de prix de baril de l'ordre de $30, et qu'à ce prix-là, c'est quand même assez compliqué, pour le photovoltaïque notamment, d'être compétitif. Mais aujourd'hui, on voit que le baril est déjà remonté, qu'il est à $55 le baril. Et on sait bien que de toute façon, le pétrole à bas prix ne se reproduira plus. On ne sera peut-être pas à $120 le baril comme on l'était il y a 2 ans, mais on ne sera plus jamais à 25 ou $30. Ça, c'est évident. Donc, et comme le photovoltaïque, à l'opposé, chaque jour augmente sa rentabilité, parce que d'une part, on améliore la production des modules, on a vraiment considérablement amélioré les cellules photovoltaïques sur les 10 dernières années, donc on a un meilleur rendement, et puis d'autre part, on a donc industrialisé, donc on a des prix qui sont en chute aussi à ce niveau-là. Donc ces deux facteurs se combinant, le photovoltaïque devient très compétitif par rapport au pétrole, et des solutions hybrides qui consistent à mettre côte à côte des panneaux photovoltaïques avec des groupes électrogènes deviennent effectivement compétitives. Et merci Pierre, donc je vais vous laisser sur une note positive quand même. Quand on regarde le budget rectificatif de l'année en cours, qui termine dans 2 mois malheureusement, et on a constaté quand même au niveau de l'article 8 que l'État décide d'accorder des exonérations sur les équipements pour la production des énergies renouvelables. Ça, c'est une bonne chose. J'ai vu des pompes, on donnerait des exonérations sur des pompes solaires, réfrigérateurs solaires, chauffe-eau solaire. Je n'ai pas encore la copie du budget qui a été déposé au Parlement. Je pense que c'est une initiative qu'il faudra évidemment encourager pour qu'on puisse en réalité assister à une certaine intégration des énergies renouvelables au niveau du réseau, ou bien cela peut se faire aussi et hors réseau. Donc je vous laisse en disant que les énergies renouvelables on ne va pas assister à un certain développement des énergies sans un effort de l'État. Et je pense qu'il y a 2 facteurs importants qui vont permettre de promouvoir l'énergie renouvelable dans le pays. Il faut qu'il y ait une volonté politique, et ça doit être décidé entre nous Haïtiens d'avoir cette volonté-là, et on doit en réalité avoir des stratégies de financement différentes. C'est besoin de financement et volonté politique. Je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui. On a traité un sujet extrêmement important qui concerne l'énergie, qui concerne tout le monde. Donc on voit vraiment à Café Philo, c'est vraiment, pensons mieux, agissons autrement. Merci. Merci.
fini.